Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier. N'hésitez pas à entrer, venir vous asseoir pour écouter comment des acteurs innovants contribuent à adapter les aides financières aux spécificités des populations et de leurs besoins, notamment en s'appuyant sur la dématérialisation. Très bien, alors nous allons commencer. Donc bonjour à tous, je suis Julien Fierrob, je suis responsable du marché secteur public chez Mastercard France. Et j'ai le plaisir d'animer cet atelier avec à mes côtés donc Stéphane Bégel. Bonjour à tous, Stéphane Bégel. J'ai la chance de représenter Upcop. Upcop est la maison mère du groupe Up, société coopérative qui fête cette année ses 60 ans. La création du groupe Up il y a 60 ans, c'est le titre Up Déjeuner. Et puis une diversification sur d'abord d'autres moyens de paiement, sur l'univers du cadeau, sur l'univers de la lecture, de l'aide à domicile. Et puis une diversification en 60 ans à l'international avec aujourd'hui 25 pays dans le monde qui vendent nos solutions de paiement. Au sein de Upcop, je suis directeur du produit Upcoesia. Upcoesia, c'est une carte bancaire à vocation sociale. Et on va vous présenter ce pourquoi on a créé cette carte et comment on imagine la mettre à disposition et des collectivités et des populations. Merci. Nous avons aussi Florian Ripper. C'est moi. Bonjour, je suis Florian, du coup, un des 3 cofondateurs de l'association Studelp, qui vient en aide aux étudiants en situation de précarité alimentaire dans toute la France. On a créé un concept qui permet de mettre en relation les étudiants et des particuliers qui vont les aider par quelques courses. L'objectif, c'est de pouvoir créer du lien social entre l'étudiant et le particulier. Et on a aidé à date un peu plus de 12 000 étudiants dans toute la France, grâce notamment à l'appui de la fondation aussi du groupe Up et de tous nos partenaires. Merci. Et donc nous avons aussi François Jacob. Merci. Moi, je suis entrepreneur. Toute ma journée, j'accompagne des associations dans leur recherche de financement. Et là, ici, je suis cofondateur de l'association La Nouvelle Pièce, qui travaille pour permettre de retrouver un moyen de donner aux personnes mendiant dans la rue et de recréer du lien entre les passants et les personnes qui mendient et qui n'ont plus d'argent ou beaucoup moins à travers la dématérialisation de la monnaie. Très bien, merci à tous les trois. Alors effectivement, il ne vous a pas échappé, bien sûr, que le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus digitalisé, dématérialisé. Très concrètement, nous utilisons par exemple de moins en moins la monnaie, les pièces et les billets. Mais malheureusement, ceci ne résout pas les problématiques des populations les plus vulnérables. Et un certain nombre de ces populations, en fait, restent aujourd'hui malheureusement assez exclues encore des circuits digitalisés de paiement et des circuits financiers. La démarche de l'atelier d'aujourd'hui, finalement, c'est de vous montrer comment, en faisant un effort de réflexion et un effort d'innovation, des acteurs peuvent mettre les techniques digitales et les outils digitaux au service de l'accompagnement des populations les plus défavorisées et en difficulté. Et donc ça va être toute l'illustration des initiatives présentées aujourd'hui sur cette thématique. Tout d'abord, pour commencer sur ce sujet, je vais proposer à Stéphane de nous expliquer comment l'entreprise Upcop, qui est une entreprise finalement qui opère dans le domaine financier, en est venue à devenir un acteur qui joue un rôle dans l'accompagnement social des populations. Alors, un petit éclairage sur Upcop. Upcop est une coopérative et c'est la première coopérative à décider d'être une SCOP à mission dans le cadre de la loi Elan et à définir sa vocation. La vocation qui donc s'impose à nous et qui fait la réalité de notre action, c'est coopérer durablement pour créer un pouvoir d'achat à vocation sociale et locale. Donc clairement, notre vocation, c'est de créer des moyens de paiement qui permettent à des collectivités de faire fonctionner un territoire, d'accompagner des populations en étant au plus près de ce qu'ils doivent mettre en œuvre sur leur territoire. À ce titre-là, pendant très longtemps, le moyen de paiement a été un petit peu... Pardon, Julien, tu ne raconteras pas aux banques qui sont nos collègues ce que je raconte. Le moyen de paiement était un petit peu sec. J'ai une carte bancaire, je vais dans un TPE, je mets ma carte, elle autorise pas. C'est quand même très très sec comme moyen. De notre côté, on était persuadé qu'avec ce moyen de paiement, on avait la capacité à faire un moyen de paiement intelligent, une monnaie intelligente à la main de la collectivité, à la main du porteur de carte. De fait, en 2016,
c'est l'État français qui a été précurseur et qui a lancé un appel d'offres pour créer un moyen de paiement carte à l'attention des demandeurs d'asile. Alors je vais refaire un petit peu l'histoire, de 2016 ça date. À l'époque, un demandeur d'asile qui arrive sur le territoire français, il fait une demande d'asile, il va dans une préfecture et tous les mois il doit se rendre dans cette préfecture et on lui remet un mandat cash. Ensuite il va à la poste et à la poste il va échanger son mandat cash contre de l'espèce. À l'époque, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des files d'attente, ça donne un engorgement des services et de l'État et de la poste, et puis ça donne des mafias qui, à la sortie des bureaux de poste, braquent les demandeurs d'asile pour leur voler l'argent, avec des demandeurs d'asile qui se retrouvent avec leurs fonds en une seule fois dans les mains, et dès qu'ils ont été volés, ils se retrouvent sans pouvoir d'achat. En 2016, l'État français dit « je veux une carte bancaire ». Cette carte bancaire, on la remet une seule fois au demandeur d'asile. Le demandeur d'asile, tout le mois, il peut utiliser cette carte pour faire du retrait d'espèces. Il va dans un DAB de façon tout à fait anonyme. Il n'est plus repéré au sein de la population comme étant un demandeur d'asile. Et il est autonome dans la gestion de ses fonds. C'est là où on crée la carte Coesia et où on fait un moyen de paiement qui ne fait que du retrait d'espèces. 3 ans plus tard, l'État français dit le retrait d'espèces c'est bien, mais c'est toujours pas très tracé. Les fonds peuvent toujours s'évacuer à l'étranger et donc l'État français nous demande de mettre en place un moyen de paiement qui soit du paiement sur TPE et non pas du retrait. Donc on supprime la fonction retrait et on met en place le moyen de paiement en mode paiement sur TPE. Aujourd'hui, les demandeurs d'asile ont donc une carte de paiement. Ça permet aux demandeurs d'asile de vivre. Je rappelle que le demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler, c'est pour ça qu'il a une aide de subsistance le temps que l'État français étudie sa demande d'asile. Il a donc un moyen de paiement qui est le même que le vôtre ou le mien, qui est une carte bancaire avec un logo Mastercard, comme tout le monde. Et ce moyen de paiement, il est sécurisé, il permet de faire du paiement sur le territoire français et pas ailleurs. Ça veut dire qu'un demandeur d'asile qui aurait l'idée de sortir du pays ne pourrait pas continuer à utiliser ses fonds. Et puis, pour aller au bout du sujet, un demandeur d'asile qui n'aurait pas utilisé ses fonds, les fonds continuent d'appartenir au financeur et donc à l'État. Et donc le financeur peut récupérer les sommes qui sont non utilisées sur les cartes. Donc ça, c'est la genèse du produit Coesia. Une fois qu'on a créé ce produit, on se dit qu'il y a moyen de rendre ce produit encore plus intelligent et d'aller sur les territoires. Et donc on propose aux collectivités, aujourd'hui on équipe une 40aine de départements, mais aussi à des villes à travers les CCAS, on offre un moyen de paiement qui permet à la collectivité de remettre une carte bancaire à ses couleurs, avec son logo, avec le mot de son président. Donc c'est aussi un axe de communication. Et ce moyen de paiement, on peut décider qu'il ne fonctionne que sur un territoire, que certains jours, je fais exprès de caricaturer, que pour un certain montant et que pour une typologie d'achat. Donc une collectivité qui aurait envie de faire de l'aide alimentaire, on va filtrer sur de l'alimentaire. Une collectivité qui aurait l'envie de faire de l'aide à l'hygiène, on filtrerait sur de la typologie hygiène. Là encore, on se retrouve avec des populations sur les territoires qui ont une carte bancaire, comme tout le monde. C'est donc non stigmatisant, ce n'est pas un chèque qui a une connotation urgence et précarité. Et donc c'est une façon de se réinsérer dans la société, d'être certain que son moyen de paiement va fonctionner et de vivre, entre guillemets, comme tout le monde avec ce moyen de paiement. Donc ça, c'est la partie collectivité. 2022, guerre en Ukraine, on a 2 associations, ONG, qui nous demandent de les accompagner sur le territoire d'Ukraine. Et donc Action contre la faim et Première Urgence Internationale nous demandent de créer une carte intelligente qui soit en capacité de fonctionner en Ukraine, en Roumanie et en Pologne pour les populations qui se déplaçaient dans le territoire ou qui sortaient du territoire. Là aussi, moyen de paiement dans leur poche, comme tout le monde, avec une capacité à ne pas se faire voler les fonds et à utiliser les fonds comme tout le monde au fil de l'eau, n'importe où sur le territoire sélectionné. Voilà le moyen de paiement qu'on a créé. 2024, et notamment c'est pour ça que j'ai demandé à Florian d'être avec nous, l'État français souhaite travailler sur la carte étudiant. Donc on travaille, on y reviendra, on travaille actuellement sur une carte pour les étudiants, pour la précarité alimentaire des étudiants. Oui, justement, à ce sujet, j'allais te demander quelles sont les adaptations particulières que UpCoop a mis en œuvre sur le produit Coesia que tu viens de décrire, donc pour répondre spécifiquement aux besoins des étudiants dans le cadre de ce projet 2024. Alors au départ, on avait une carte physique, la carte en plastique qu'on envoie par la poste.
Le CNUS, qui finance le dispositif, nous explique que les étudiants, et on a une vraie difficulté à savoir où ils vivent, soit ils sont dans une, et tu diras ça mieux que moi Florian, soit ils sont dans une résidence universitaire, soit ils sont chez les parents, soit ils sont en coloc avec une adresse postale qui est très mouvante. Et donc ils nous demandent de mettre en place une carte virtuelle. Donc la carte qui va être lancée dans quelques semaines, elle est 100% virtuelle, elle est envoyée par mail et par SMS à l'étudiant. Il l'enrôle dans son wallet, dans son téléphone, et il peut payer avec son téléphone, avec sa carte virtuelle. De même, le CNUS nous dit un étudiant qui a un restaurant universitaire dans sa ville, il va y aller du lundi au vendredi, et il est accompagné au restaurant universitaire du lundi au vendredi. Un étudiant qui n'a pas de restaurant universitaire, il a le droit à la carte. Par contre, on bloque la carte pour qu'elle fonctionne du lundi au vendredi. On bloque la carte également pour qu'elle ne fonctionne que sur de l'alimentaire, pour ne pas faire de distorsion entre l'étudiant qui a son restaurant universitaire et celui qui ne l'a pas. Et puis, dernière chose, là aussi, la carte a un plafond d'utilisation, puisque un étudiant qui ne va pas au restaurant le lundi, il n'est pas aidé. Et donc, s'il n'utilise pas sa carte le lundi, elle ne fonctionnera pas de façon plus forte le mardi que s'il l'avait utilisée tous les jours. Très bien, merci. Effectivement, on voit comment la carte de paiement, donc ce produit technique, technologique de paiement proposé donc, par le réseau Mastercard, en l'occurrence ici, permet finalement une grande flexibilité d'adaptation et d'ajouter des fonctionnalités qui répondent à des cas d'usage extrêmement riches et variés. Alors, je m'adresse à toi, Florian. Studelp donc, envisage d'utiliser ce dispositif. La question finalement, c'est comment cette nouvelle carte virtuelle va aider Studelp à mieux rendre service aux étudiants. Nous, la réalité du terrain aujourd'hui, et on en a déjà parlé plusieurs fois avec Stéphane, c'est que les étudiants ont honte de demander de l'aide. Nous, on a aidé aujourd'hui un peu plus de 12 000 étudiants dans toute la France. On pourrait en aider 100 000 ou 200 000 ou 300 000 parce qu'on manque aussi de visibilité. Il y a plein d'étudiants qui aussi n'osent pas forcément franchir le cap de s'inscrire dans notre association. Nous, c'est un concept qui est quand même particulier. C'est l'étudiant qui va récupérer des courses au pied d'un immeuble, entre guillemets, d'un particulier, justement. Et l'objectif, c'est de pouvoir créer du lien tous les deux. Mais ils vont rencontrer un inconnu et récupérer un panier repas. Là, l'avantage de la carte, c'est que justement, c'est complètement dématérialisé. Ils peuvent aller directement aller faire les courses. Et c'est une vraie problématique, nous, qu'on rencontre au quotidien sur Studelp. Ce sentiment de honte, là, en l'occurrence, n'existerait plus. Et c'est vraiment l'avantage de cette carte. J'en profite pour alerter aussi, justement, sur tous ces aspects de précarité alimentaire des étudiants. Aujourd'hui, on ne cesse de le dire et on ne cesse d'alerter, mais on reçoit un nombre, nous, de demandes qui est vraiment incalculable. On fait une distribution alimentaire demain. On a lancé un formulaire d'inscription là ce matin à 10h, à 10h02. On avait plus de 150 étudiants qui étaient inscrits en même pas 2 minutes et on aurait très bien pu inscrire 500 ou 600 ou 700 étudiants. Donc il y a une vraie alerte et je remercie encore une fois Stéphane et toutes les équipes de bosser sur ces thématiques-là et de nous proposer vraiment des solutions. Nous aujourd'hui, on est un peu novices sur tous ces sujets-là et on sert aussi justement de l'expertise notamment de Upcop et de la fondation pour nous aider là-dessus et ça va être, je pense, une vraie avancée en tout cas pour les étudiants et je l'espère en tout cas. Est-ce que vous pensez que les étudiants vont facilement adopter cette nouvelle carte de paiement virtuelle ? Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça a été testé en partie avec ça, tu vas peut-être en parler après, mais ça a été testé en partie auprès de certains de nos bénéficiaires. Je ne sais pas les retours que vous avez eus justement, je te fais une passe décisive. Oui, alors j'anticipe sur ce que j'aurais dit tout à l'heure. Pourquoi j'ai demandé à François et à Florian d'être présents ? Parce que dans le cadre de notre vision des choses, on est intimement persuadé que c'est en étant au plus près du terrain qu'on créera des produits les plus intelligents parce que les plus adaptés à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc l'illustration que tous les deux ils nous donnent, c'est comment l'appropriation se fait, qu'est-ce qui est bloquant et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre. Les étudiants avec lesquels on travaille avec Florian, on leur confie nos moyens de paiement, on leur demande de s'en servir de façon tout à fait classique et normale, et puis ils nous font des retours sur ce qui les chagrine, ce qui les bloque. On est dans l'analyse du parcours utilisateur. Aujourd'hui, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'ils la reçoivent par mail, ce qui est leur façon de fonctionner au quotidien, qu'ils enrôlent leur carte dans leur téléphone. On n'a pas encore tous l'habitude de le faire. Eux, pour le coup, ils sont dans une génération où tout ce qui peut rentrer dans le téléphone ou dans la montre connectée leur va bien. Et puis, ils se disent, j'ai déjà dans mon wallet ma carte de fidélité sur je ne sais quelle enseigne. J'ai déjà ma carte personnelle. Je rajoute cette carte qui s'ajoute dans mon quotidien et qui vient fonctionner comme les autres.
sans ce côté stigmatisant en disant je suis un étudiant en précarité ou en besoin d'argent. Ils payent et ensuite ils font le complément avec leurs moyens de paiement personnels. Très bien, merci. Donc effectivement, un dispositif qui permet de lutter contre la précarité étudiante et qui permet aussi d'éviter la stigmatisation du recours à l'aide et finalement de lutter contre le sentiment de honte que les étudiants peuvent ressentir. Est-ce que vous voulez compléter, Florian? Tu veux compléter sur un point ou un autre? C'est vrai qu'on constate aussi justement qu'il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas forcément connaissance de toutes les aides qui sont disponibles pour les étudiants. Il y a l'État qui a fait énormément d'efforts avec des sites internet, beaucoup d'outils qui ont été déployés. Mais les étudiants, on a le cas, nous c'est beaucoup d'étudiants internationaux qui arrivent en France et qui ont vraiment une méconnaissance de toutes les aides qui leur sont apportées. Donc c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui sont exclus, et je ne sais pas si tu vas peut-être en parler, des zones blanches aussi, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais d'étudiants qui sont complètement exclus de toutes les aides financières qui sont proposées par l'État. Il y a aussi les étudiants effectivement qui n'ont pas de restaurant universitaire. Il faut aussi rappeler que les repas en Crous, c'est des repas à 1 euro. Mais concrètement, le produit, on voit les photos des étudiants, hein, c'est une tranche de pain avec une tranche de jambon et un bout de fromage. Donc pour 1 euro, c'est très bien. Mais on a des étudiants qui ne mangent pas de viande, on a des étudiants qui ont des contraintes. Et c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des solutions pour eux. Nous, on essaie de faire le test aussi sur le terrain et de voir les aides sur lesquelles les étudiants pourraient potentiellement être éligibles. Et on se rend compte que sur 2 millions d'étudiants, il y en a 1 million qui ne sont pas forcément éligibles à toutes les aides aujourd'hui qui sont proposées par l'État. Donc c'est aussi l'objectif, c'est d'aider tous ceux qui sont entre guillemets un petit peu oubliés aujourd'hui par l'État, que ce soit en fonction de leur âge, en fonction de certains critères qui soient internationaux ou nationaux. Et on essaie vraiment en tout cas nous, de leur apporter à notre échelle une aide 360 sur l'aide alimentaire, sur la création de liens sociaux, sur la mise en relation avec des partenaires comme avec UpCop. Et on essaie d'être une vraie famille, une vraie plateforme d'écoute, mine de rien, au-delà de l'aide alimentaire pour eux. En effet, merci. Et on imagine bien que les étudiants assez largement équipés de smartphones vont être quand même assez perméables à l'utilisation d'une carte virtuelle qui entre complètement dans leurs habitudes des outils et des solutions digitales. Merci beaucoup. Alors, je me tourne maintenant vers François. François, vous êtes cofondateur donc, de la Nouvelle Pièce. La Nouvelle Pièce imagine une nouvelle façon d'accompagner les populations vulnérables et de faire en sorte de pouvoir les aider concrètement sur le terrain. Je vous propose peut-être de tout simplement nous décrire cette innovation et cette nouvelle approche que vous proposez. Merci. La Nouvelle Pièce, en fait, est une association qu'on a créée il y a 1 an et demi avec un collectif de personnes et d'associations et d'entreprises pour aider justement à ce que vous et moi, dans la rue, puissions de nouveau, lorsqu'on n'a plus de monnaie, donner une nouvelle pièce, à la personne qui mendie. Et je dis personne qui mendie parce que, en fait, c'est ni seulement les personnes sans domicile fixe, qui d'ailleurs n'ont pas tout recours à la mendicité. Il y en a 330 000 aujourd'hui. Je voyais encore une campagne de communication d'une fondation dans le logement qui alerte là-dessus. Mais en fait, les personnes qui mendient, c'est beaucoup plus. Et je n'ai pas le chiffre. Je ne crois pas que ce chiffre existe. Je suis preneur si vous l'avez. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la grande précarité ou pas. Et je prends l'exemple, moi, en fait, ce projet vient d'une expérience personnelle qui est partagée par beaucoup de monde. Mais là, ma petite expérience, c'est qu'en tant qu'habitant d'une agglomération, je croise Michel, j'ai changé le prénom exprès, et je croise Fernande, mais là, vous ne la reconnaîtrez pas. Michel, il est vraiment une personne qui dort à la rue, qui est en grande précarité, qui n'a pas de smartphone. Et Fernande, elle est une personne qui est ancienne infirmière, à une petite retraite, et mendie, c'est-à-dire demande, et connaît tout le monde dans le quartier à la sortie de la supérette. Les deux me disent, et toutes les associations de terrain dont on a fait le tour depuis 4 ans, nous disent ce n'est pas ça qui sort une personne de l'exclusion, évidemment, la mendicité. Personne, et moi, et ni l'association La Nouvelle Pièce ne font l'apologie de ça. Mais ces liens qu'on a perdus tous momentanément pendant notamment les confinements, ces liens un peu soft, ces bonjours, ces au revoir, et ce fait d'avoir une pièce et de s'arrêter, voire je vous encourage à vous abaisser, entre guillemets, ou à discuter, sont extrêmement structurants. Et ceux-là, ils n'ont pas disparu, mais ils chutent dramatiquement. Et quand on rentre dans le concret, une personne qui arrondissait les fins de mois ou même qui dépendait uniquement de cela, à part des aides évidemment de l'État, pour se nourrir ou se loger, a vu souvent le montant qu'elle collecte
diminuer par 4, 5. Idem, l'association n'a pas encore lancé ou l'argent pour lancer une étude, mais en tout cas, partout où on passe pour aller voir des associations de maraude ou d'accueil de jour des personnes en grande précarité, on le voit et on le sait, et ça s'accélère. C'est-à-dire qu'il y a une diminution énorme, et je pense que de toute façon, chacun on peut le ressentir, parce qu'à part des personnes consciencieuses, et c'est magnifique d'avoir du liquide sur soi, personnellement, je n'en ai plus ou presque plus, sauf quand j'ai une intention. Et il existe des belles solutions, mais nous, on s'est dit, comme acheter un café, etc., et tout cela est encouragé et à encourager. Mais véritablement, cette disparition de ce lien léger, mais essentiel, à la fois humainement et puis matériellement, de pouvoir donner quelque chose. Nous, on a voulu le recréer. Et à force d'attendre, j'avais commencé, moi, dans ma vie, je suis entrepreneur d'une société et je passe mon temps à aider les associations à chercher du financement. Ça s'appelle Obol, mais ce n'est pas là un projet lucratif. On a créé une association parce qu'au fur et à mesure, en attendant qu'il y ait une solution, et on n'était pas au courant à l'époque des avancées que Stéphane a mentionné, notamment sur la législation. Moi, je suis un pro du financement, on va dire, et de l'aide aux personnes qui veulent aider et de l'intérêt général, mais pas de ces solutions bancaires. On a cherché on a formé un collectif avec des associations, notamment le réseau social pour les voisins et les personnes de la rue qui s'appelle Entourage. On a le parrain aussi, le fondateur du SAMU social, mais aussi des entreprises qui nous ont aidés et rejoints. Un cofondateur qui doit être quelque part, qui est un Américain qui lui avait eu une période de mendicité dans sa vie. Et à Paris, il a été choqué par le fait qu'il fallait quelque chose. Bref, j'en viens au fait qu'on a commencé à réfléchir il y a longtemps. Et n'étant pas des pros, on a mis du temps à chercher d'abord le moyen qui soit le plus simple, le plus sûr et le plus universel. Le plus simple, finalement, comme je vous l'ai dit à propos de ces deux personnes que j'ai citées, Michel et Fernande, c'est pas ce téléphone, paradoxalement, parce que oui, bien sûr, de plus en plus de personnes en précarité, en situation de précarité en ont, mais pas tout le monde. Et puis, on nous a dit, et moi, à l'époque, j'avais même des idées de donner un TPE, qu'un objet de plus pour quelqu'un qui est à la rue ou qui, en tout cas, mendie, c'est un objet de trop. Ou en tout cas, c'est un objet qui peut être volé, qui peut être perdu et qui doit être le plus simple possible. Donc on a cherché ça et finalement c'est la carte bancaire. Donc le système, je l'ai pas décrit, pardon, il est effectivement le plus simple possible, c'est que via des associations de terrain, nous on a créé cette association d'intérêt général, mais on ne veut pas s'improviser spécialiste et remplacer les associations de terrain. Elles vont distribuer une carte sur laquelle il y a, c'est une carte exactement comme Stéphane l'a décrit grâce à Upcop, mais sur lequel il y a un QR code que vous pouvez vous passant scanner et tomber sur le moyen qui est le plus approprié pour vous sur votre téléphone pour faire un petit don, 1 euro, 2 euros, 5 euros. Et il y aura un plafond et c'est bien parce que c'est un cadre qui est assez rassurant aussi. Mais vous allez tomber sur votre moyen le plus préenregistré possible, le plus rapide, parce qu'on imagine que si vous sortez vous-même votre carte pour taper le numéro, ça va être compliqué. Donc le plus possible universel dans ce sens-là. Et l'argent, et c'est ça la chose qui est simple, mais qui, dans les acteurs autour de la table et ici, et puis les autres qui nous ont aidés, est vraiment importante, c'est qu'il faut que l'argent, nous, on voulait que ça soit via des associations de terrain, que ça soit accessible à toutes, mais que c'est vraiment aussi un sujet important pour réhabiliter effectivement une sorte de fierté, ou en tout cas, comme tout le monde, j'ai une carte, et l'argent, je peux en disposer tout de suite. Je peux aller à la boulangerie. C'est ça. En fait, après l'opération scan du QR code, le donateur effectue un paiement et ces fonds vont se créditer sur la carte de la personne qui est dans la rue. Et elle va pouvoir utiliser ensuite cette carte comme n'importe qui d'autre pour effectuer ses achats dans les commerces. Exactement. Et c'est très important parce que la même chose, en rencontrant beaucoup de personnes, on a fait des focus group même, c'est-à-dire, c'est un grand mot, mais en discutant concrètement, voilà, ma carte, je peux aller m'acheter une baguette, je peux aller au Monoprix, je peux faire mon achat. On va limiter par contre à notamment ce qui est sur Internet. On veut garder l'utilité d'une pièce. Donc même si c'est une pièce numérique, mais je peux y aller. Et nous, on est en plus passé par des associations qui vont être garantes et qui vont la distribuer. Mais c'est bien la carte de Fernande et de Michel qui sont dans la rue. Et puis, c'est bien vous qui donnez à cette personne. Voilà, donc c'est ça qui est important. Cette solution aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on est prêt en théorie et bien accompagné. Mais paradoxalement, ça nous a mis du temps à trouver le mécanisme et puis les bons partenaires. Mais ça a mis du temps et ça met encore du temps actuellement. Parce que les associations, et ça je suis bien passé pour savoir au quotidien, et les élus peut-être, ou les personnes qui sont dans la salle le savent, elles n'ont pas le temps forcément de développer ces solutions. Un jour il y en aura partout et pour tout le monde, mais c'est, je pense que toi aussi, important que des personnes comme tu t'es engagé, tes cofondateurs, créent des solutions parce que les belles associations n'ont pas toujours ce temps de R&D ou d'innovation
ou même actuellement, nous, on nous demande, donc j'attends la réponse d'une grande association qui va pouvoir le tester à différents endroits en France, mais on va même accompagner les équipes pour expliquer, pour peut-être donner des éléments de communication aussi pour les passants, pour briefer les maraudes, voilà, pour rassurer, parce que un outil de plus, et moi j'ai été en direction de fondations et d'associations, c'est aussi un outil un peu de trop quand on n'a pas beaucoup de temps et de personnel. Et donc l'aide d'acteurs soit innovants, et nous on a voulu avec notre expérience et ce collectif créer une structure qui aide les assos, et qui est une assos elle-même, mais l'aide voilà, de Mastercard, Upcop, et puis on a PayPal, on a pas mal d'entreprises, et même une société qui veille au blanchiment, qui travaille en pro bono, tous ces gens-là ont donné un temps dingue gracieusement. Et ben c'est assez important pour encourager élus, associations de terrain à répondre à ce problème social et en même temps de précarité. Tout à fait. En fait, ce que tu mentionnes, c'est que c'est un écosystème avec des partenaires, des acteurs qui jouent chacun finalement leur partie et accompagnent le dispositif. J'ai envie de te poser la question, Stéphane. Upcop donc, accompagne la nouvelle pièce dans cette innovation. Comment est-ce que Upcop finalement est arrivé à s'associer à la nouvelle pièce dans ce dispositif et quel est votre rôle? Alors chez Upcop, notre ADN, c'est la vision sociétale de nos produits. Nous pourrions n'être, entre guillemets, qu'un opérateur technique à proposer nos produits. On a vraiment en nous le fait que notre produit doit s'inscrire dans un écosystème, dans quelque chose qui sert la société et qui vient de façon intelligente donner du pouvoir d'agir sur le territoire. De fait, Florian est accompagné par la fondation du groupe Up et c'est comme ça qu'on s'est connus et c'est comme ça qu'on s'est dit que c'était en travaillant ensemble qu'on allait créer quelque chose d'intelligent. Et puis François, les réseaux sociaux sont là, on s'est parté sur LinkedIn et on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose à inventer ensemble. Et donc on est force de proposition, force d'accompagnement pour faire en sorte que peut-être on crée un moyen de paiement qui ait une vraie utilité sociale dans l'écosystème. Très bien, merci. Je vous propose, alors nous avons un peu d'animation. On a la cheveux sur place qui vient de se lancer dans l'allée. D'accord. On va peut-être les laisser passer un instant. Et on arrivait relativement à la fin de notre atelier. Je voulais vous proposer un mot de la fin, chacun d'entre vous. Donc peut-être Florian, si tu veux commencer. Le mot de la fin, c'est très simple. Nous, c'est un projet qui est basé sur l'engagement citoyen. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là peuvent s'engager et aider un étudiant en fonction de vos moyens, en fonction de vos capacités financières. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir aller au-delà d'un simple don alimentaire et de pouvoir créer du lien. Je vous invite vraiment à vous inscrire si vous en avez la possibilité, à le relayer aussi sur les réseaux sociaux. Nous, le bouche à oreille, aujourd'hui, c'est notre meilleur outil de communication. Et je remercie encore la fondation du groupe Up et Upcop de nous avoir invités aujourd'hui. On espère que les discussions pourront aboutir sur de belles choses, notamment avec la carte prochainement. Merci. François? Moi, c'est de vous remercier et puis de dire que, en fait, il y a besoin d'une réaction collective sur ces sujets-là. Et là, moi, je me fais l'avocat des personnes voilà, de la rue. Ça va vite actuellement, l'hiver arrive. Moi, je rage. Je pensais avoir lancé ce projet, ou le test, les premières expérimentations, il y a 8 mois. Et Dieu sait que c'est... Voilà, avec Stéphane, on attend. Moi, j'ai œuvré. Mais vous voyez, tout le monde le sait, le sent. C'est vraiment une question de lien social importante. Je pense que dans toutes les agglomérations de France, il y a cette question. Et pour autant, il faut vraiment, pour sortir des innovations ou des choses qui aident, sortir de sa zone de confort. Et là, moi, j'attends encore voilà, qu'un directeur d'association courageux ou que, et bien sûr, la place des mécènes et les autres ont été très importantes. Parce que pour permettre qu'une solution parmi les autres pour insérer les personnes en précarité soit là, il faut vraiment s'arracher. Et moi, j'attends encore, effectivement, de l'aide pour que ça sorte cet hiver. Et c'est un mélange de temps, de courage pour les directeurs d'associations ou de fondations pour que j'espère cette solution la bonne. Parce qu'il y a d'autres acteurs, il y a un étudiant de Lille qui a lancé aussi la même idée, je ne crois pas qu'il a encore lancé. Preuve que ce n'est pas si simple, alors que pourtant on a les outils, on a le besoin surtout et qu'on est prêt. Voilà. Merci. Stéphane? Alors moi, très humblement, je suis un technicien de la monétique. Je suis un opérateur technique et par contre, je suis super fier de pouvoir accompagner des gens de terrain. Tu parlais d'une autre association lilloise qui a une idée somme toute semblable et que j'ai la chance, avec laquelle j'ai la chance d'avoir des échanges également.
Donc si nous, côté Up, en plus d'être un opérateur technique, en plus d'être des monéticiens accostés à Mastercard et avec notre capacité à agir sur nos produits et sur nos moyens de paiement, si en plus on peut créer un produit qui serve à quelque chose, qui a un sens dans la société, en connaissant l'écosystème et en travaillant avec, pas juste en étant un émetteur, alors moi, à titre très personnel, je serais très fier de le faire. Merci. Alors du point de vue Mastercard, je souscris totalement à ce que tu viens de dire, Stéphane. Et effectivement, nous sommes très heureux en tant que réseau de paiement que nos produits soient utilisés de cette manière à la fois innovante et au bénéfice des populations. Et nous encourageons bien sûr l'innovation à partir de ce socle technologique de paiement qu'est la carte Mastercard pour créer des solutions qui rendent service aux populations. Donc merci à tous. Et je propose de prendre des questions dans la salle. N'hésitez pas à nous interroger si vous avez besoin de précisions complémentaires. Pas de questions complémentaires. Bah, écoutez, merci à tous, merci pour votre attention. Merci à tous les trois. Et puis à très bientôt.